Émilie allait toujours à des conférences ou faisait des voyages d'affaires qui semblaient un peu trop fréquents. Mais j'étais trop aveuglé par l'amour et la confiance pour remettre cela en question au début. Puis une stagiaire, Lily, est venue me voir un jour, l'air nerveux et désolé. « Daniel, je suis vraiment désolé, mais j'ai entendu quelque chose que je pense que tu devrais savoir. » Elle a continué en me racontant comment elle avait surpris mon patron Henri et d'autres gars en train de discuter de l'idée de divertir tout le monde lors d'un prochain voyage d'affaires. Lily m'a même montré des photos dérangeantes d'Henri en train d'embrasser et de serrer dans ses bras une autre femme de manière intime. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que cette mystérieuse femme était Émilie, ma propre femme. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place, les conférences constantes, les commentaires louches d'Henri, le comportement inhabituel d'Émilie ces derniers temps. Je me suis senti tellement idiote de ne pas avoir relié les points plus tôt. Au début, j'étais dans le déni, je me forgeais des excuses. Peut-être que c'était juste un malentendu. Émilie ne me tromperait jamais, n'est-ce pas? Mais au fond, je savais que la vérité me sautait aux yeux. Ma femme, la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance de tout mon cœur, m'avait trompé. Avec mon propre patron, en plus. J'étais complètement dégoûté. Après cette première vague de choc, la colère est venue. Comment avait-elle pu faire ça à notre mariage? J'ai commencé à imaginer tous les détails sordides, Émilie étant intime avec d'autres hommes, trahissant ma confiance encore et encore. La fureur et le dégoût bouillonnaient en moi. Je savais que je devais agir, aller au fond de toute cette affaire sordide. C'est alors que j'ai décidé d'engager des détectives privés pour suivre Émilie et déterrer des preuves de son infidélité. J'ai trouvé cette société appelée Qui est Détective Online, à peu près la société de détectives la plus discrète que vous puissiez trouver. J'ai organisé des réunions avec eux et quelques autres agences, juste pour couvrir tous mes arrières. L'étape suivante consistait à trouver un avocat bulldog qui pourrait protéger mes intérêts. J'ai immédiatement pensé au cabinet Davis, Thompson & Clarkson. Ils avaient la réputation d'être de véritables pitbulls au tribunal. J'ai pris rendez-vous avec Ethan Thompson lui-même pour discuter de la possibilité de me représenter. Entre-temps, j'ai menti à Émilie en disant que j'avais une gastro-entérite et je me suis installé dans une maison d'hôte, juste pour avoir un peu d'espace et réfléchir à mes prochaines démarches. J'étais émotionnellement en ruine, mais j'étais également déterminé à rassembler des preuves et à entreprendre une action en justice décisive. Je n'allais pas laisser Émilie s'en tirer avec cette trahison et garder mon fonds fiduciaire de 70 millions de dollars pour elle. C'était la guerre. Alors j'étais là, retranché dans cette maison d'hôte miteuse, attendant que l'autre chaussure tombe. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du gars que j'avais embauché chez Qui est Détective, un certain Norm. « Monsieur Davis, j'ai des informations. » « Inquiétantes pour vous, m'a-t-il dit d'un ton sinistre. Norm m'a ensuite expliqué que son équipe avait suivi Émilie, Henri et quelques autres lors de leur petit voyage d'affaires. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout une conférence. Ils s'étaient tous enregistrés dans un hôtel chic à l'extérieur de Melbourne et étaient en train de vivre une orgie géante. Pouvez-vous croire au culot de ces gens? Selon Norm, les enquêteurs ont surpris Émilie dans toutes sortes de positions compromettantes avec Henri, mon avocat pourri Peter Robertson, et même d'autres types que je n'ai pas reconnus. Les photos et vidéos qu'ils ont obtenues étaient plutôt du porno hardcore. J'avais la nausée rien qu'en entendant les détails. Mais c'était encore pire. Norm a dit qu'ils avaient également entendu des conversations impliquant fortement que toute cette affaire faisait partie d'un complot tordu pour me faire disparaître définitivement. C'est vrai, ma propre femme et les personnes en qui j'avais le plus confiance semblaient comploter pour me tuer, tout cela pour mettre la main sur mon héritage de 70 millions de dollars. J'étais juste abasourdi. Pour être honnête, à ce moment-là, j'ai complètement craqué. Je pleure comme un bébé. Comment Émilie, l'amour de ma vie, a-t-elle pu me trahir ainsi? Et vouloir ma mort pour de l'argent? C'était mon pire cauchemar qui devenait réalité. Je me sentais si seul, si complètement dévasté. Je n'avais jamais ressenti une douleur aussi intense auparavant. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. J'étais une épave émotionnelle, oscillant entre une rage débridée face à la tromperie d'Émilie et un désespoir absolu face à la vie que je pensais avoir en train de s'effondrer autour de moi. Heureusement, j'ai eu mon premier rendez-vous avec Ethan Thompson, qui est venu pour m'occuper de l'aspect juridique de ce cauchemar. Ethan était exactement ce dont j'avais besoin, un requin de la profession d'avocat qui ne mâchait pas ses mots. Sur la base des preuves, nous avons Émilie à des charges pour adultère, rupture de contrat et très probablement complot en vue de commettre un meurtre, a-t-il dit sans détour.
J'enterrerai ce serpent menteur avec tous les autres impliqués. Mais ensuite, Sarah, la femme d'Ethan, m'a pris à part après la réunion. Elle avait elle-même vécu une trahison similaire et pouvait comprendre la douleur que je ressentais. Sarah m'a chaleureusement serré dans ses bras et m'a dit « Nous sommes là pour toi, Daniel. Tu as un véritable ami en la personne d'Ethan et nous ferons tout notre possible pour te protéger, toi et tes intérêts. » Je n'oublierai jamais ce moment de bonté humaine au milieu de toute cette obscurité et de cette douleur. La compassion de Sarah était comme une bouée de sauvetage, me rappelant que je n'étais pas seul dans ce combat. Avec les Thompson à mes côtés, je savais que je pouvais surmonter tout ce qu'Emily et ses complices me feraient subir. Il était temps de faire feu sur ces traîtres. Après cette première rencontre avec Ethan et Sarah, j'étais complètement détruite, rongée par la paranoïa et la peur. Je veux dire, les personnes les plus proches de moi complotaient apparemment pour me tuer pour de l'argent. J'ai donc commencé à changer d'hébergement chaque nuit, en passant d'un hôtel à l'autre et d'un motel à l'autre. J'avais peur qu'Emily ou l'un de ses acolytes ne me traquent. Pendant ce temps, Ethan était occupé à préparer l'option nucléaire. Il a rédigé les papiers du divorce citant l'adultère d'Emily et la rupture de notre contrat de mariage, ainsi que des ordonnances restrictives pour éloigner ce serpent et ses conspirateurs de moi. Ethan m'a conseillé de rester loin du bureau et d'éviter tout contact avec Emily jusqu'à ce que nous ayons lâché la bombe. Les semaines qui ont suivi ont été pénibles, en attendant que la situation se dégrade. J'étais dans un état lamentable, je dormais et je mangeais à peine. Le seul point positif était Lily, cette stagiaire qui m'a fait découvrir les infidélités d'Emily. Nous avons commencé à boire des verres et à dîner ensemble, et je me suis retrouvé à vraiment m'ouvrir à elle sur le cauchemar que je vivais. Lily était une personne si attentionnée et compatissante. Elle m'écoutait patiemment pendant que je lui parlais de la trahison d'Emily, en lui offrant des câlins et des mots d'encouragement. Je pouvais voir qu'elle avait développé des sentiments pour moi, mais j'étais encore trop échaudé par la tromperie d'Emily pour vraiment lui rendre l'appareil au début. Pourtant, sa gentillesse et sa loyauté pendant cette période sombre signifiaient beaucoup. Un week-end, Lily m'a proposé de sortir de la ville et d'aller observer les pingouins près de Phillip Island pour me changer les idées. Ethan et sa femme Mel m'ont également accompagné, voulant me sortir un peu de l'enfer de ma chambre d'hôtel. Je me souviens avoir regardé ces adorables petits pingouins se dandiner le long de la plage, me sentant enfin en paix pendant un petit moment. Lily s'est penchée vers moi et m'a pris la main en me souriant chaleureusement. À ce moment-là, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose de plus que de l'amitié. Après le voyage avec les pingouins, Lily m'a avoué qu'elle avait des sentiments romantiques pour moi lors d'un verre un soir. J'étais toujours sur mes gardes face à la trahison d'Emily, mais j'ai dit à Lily que je ressentais aussi une connexion au milieu de l'obscurité que je traversais. Elle a dit qu'elle resterait à mes côtés quoi qu'il arrive, ce qui m'a fait fondre le cœur. Pour la première fois depuis toujours, j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau vraiment faire confiance à quelqu'un. Mais ensuite, l'autre bombe est tombée. Norm m'a appelé pour me tenir au courant des résultats de sa surveillance. Apparemment, le plan d'Emily ne consistait pas seulement à me voler mon argent. Non, cette sorcière complotait pour me faire tuer après être tombée enceinte de mon enfant et héritier. Tu peux croire à son audace? Elle allait m'éliminer une fois que mon rejeton serait né pour pouvoir tout prendre. J'ai éclaté en sanglots en entendant ça. Lily m'a serré fort dans ses bras, me laissant évacuer toute ma douleur et ma rage. Comment la femme que j'aimais, la future mère de mon enfant, pouvait-elle vouloir ma mort d'une manière aussi froide et calculée? C'était absolument bouleversant. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'Emily m'avait planté un couteau dans le cœur. Autant cela m'a étripé, autant apprendre le complot meurtrier d'Emily a également allumé un feu sous mes fesses. Il n'était plus question de marcher sur des œufs ou de se comporter en gentil garçon. Si Emily voulait une guerre, j'allais la frapper avec toutes les armes de l'arsenal juridique jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. J'en avais assez d'être une victime. Il était temps de brûler ce serpent trompeur et tous ceux impliqués dans ces plans tordus. Ils allaient payer cher leur trahison. Alors, avec le complot de meurtre dérangé d'Emily au grand jour, Ethan et moi sommes passés en mode terre brûlée. Le type avait fait travailler son équipe 24 heures sur 24 pour rassembler encore plus de preuves et monter un dossier solide contre ce serpent et ses complices. Nous allions tous les enterrer au tribunal. Pendant ce temps, j'ai commencé à faire comme si tout était normal au bureau, à faire l'idiot pour qu'Emily et les autres ne soient pas effrayés. Mais au fond de moi, je bouillonnais de rage à chaque fois que je voyais leur visage suffisant et menteur. Je devais résister à l'envie de me moquer de Henry ou de cet avocat fouineur, Peter, sur le champ.
Finalement, le jour J, le plan d'Ethan était mis en œuvre. J'ai dit à Emily que j'avais une migraine et que je devais quitter le travail plus tôt que prévu. Elle ne savait pas que l'équipe d'Ethan m'emmenait dans un aérodrome privé pour me tirer de Dodge. Nous ne pouvions pas risquer qu'Emily ou les autres aient vent de la situation et essaient de m'arrêter. Je n'oublierai jamais le regard de terreur sur le visage d'Emily lorsque les hommes de norme ont commencé à l'arrêter, elle et les autres conspirateurs au bureau. Apparemment, c'était une scène totale, des avocats giflant les gens menottés, des flics affluents, juste un chaos général. Emily sanglotait et hurlait, réalisant enfin que ses plans tordus s'effondraient autour d'elle. De la musique à mes oreilles, honnêtement. Pendant ce temps, je m'envolais pour Cairns avec Lily à mes côtés. Nous avons séjourné dans ce magnifique petit bed and breakfast tenu par le couple gay de personnes âgées le plus adorable que vous puissiez rencontrer. Leur maison était nichée dans la forêt tropicale, comme notre propre paradis privé, loin de la folie de Melbourne. Les quelques jours passés à Cairns ont été un bonheur. Comme si le poids du monde avait finalement été enlevé de mes épaules. Lily et moi nous réveillons ensemble, prenions ces délicieux petits déjeuners faits maison, puis passions la journée à explorer les sentiers de la forêt tropicale ou à nous prélasser au bord de la piscine en sirotant des cocktails. Le soir, nous sirotions du vin sous les étoiles et parlions pendant des heures de tout et de rien. Je n'oublierai jamais ce matin-là. J'étais assise sur la terrasse en train de lire quand Lily est arrivée derrière moi et a commencé à me faire de petits bisous dans le cou. Elle murmura « Tu es enfin libre, Daniel », en mordillant mon oreille. À ce moment-là, toute la douleur et la colère causées par la trahison d'Emily se sont dissipées. J'ai entraîné Lily dans un baiser profond et passionné, réalisant que cette femme incroyable était le véritable amour de ma vie. Quelques jours après notre arrivée dans notre petit paradis tropical, j'ai reçu un message d'Ethan, c'est fait. Tu es un homme libre maintenant. Je pouvais enfin pousser cet énorme soupir de soulagement. Emily, Henry, cet avocat pourri et tous leurs complices étaient derrière les barreaux et accusés de complot criminel. Les entreprises pour lesquelles ils travaillaient étaient également sous le coup de poursuites judiciaires. Ethan a déclaré qu'Emily avait une crise psychotique complète lorsqu'elle a été arrêtée et qu'elle avait dû être mise sous sédatif. Une partie de moi ressentait un pincement de tristesse pour elle, mais honnêtement, c'était elle qui avait tout provoqué avec sa trahison esséurante. Maintenant que ce poids était enfin enlevé de mes épaules, Lily et moi avons pu nous détendre et être présents l'un avec l'autre pendant les 2 semaines qui ont suivi. Nous avons fait tous les trucs classiques du couple romantique, des massages en couple, des croisières au coucher du soleil, faire l'amour sur la plage sous les étoiles. Je vous épargnerai les détails classés X, mais disons simplement que nous avons vraiment profité de l'intimité. Ethan et Mel ont même pris l'avion pour nous rejoindre pendant une partie du séjour avec leur fille Colleen. C'était tellement génial d'avoir mon petit pitbull légal et sa famille là pour célébrer ma nouvelle liberté avec Lily. Nous passions nos journées à nous prélasser au bord de la piscine, à siroter des cocktails et à nous remémorer la façon dont nous avions éliminé toute cette bande de corrompus. Ethan adorait raconter la partie où Emily s'est fait arrêter menottée, ce sourire malsain se répandant sur son visage. Ce mec est vraiment un assassin légal, mais je l'aimais pour ça. Ces semaines à Cairns étaient exactement ce dont j'avais besoin pour commencer à guérir de tout ce cauchemar avec Emily. L'amour et le soutien de Lily étaient comme un baume pour mon âme blessée. Pendant si longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais faire confiance ou aimer après la trahison esséurante d'Emily. Mais cette femme merveilleuse m'a montré que l'amour véritable et inconditionnel existe toujours dans ce monde. Avec Lily à mes côtés, je me suis senti renaître et prête à commencer à construire une nouvelle vie, remplie d'honnêteté, de loyauté et de vrai bonheur cette fois-ci. Après ces semaines de bonheur à Cairns, Lily et moi ne pouvions plus nous passer du goût du voyage. Nous avons décidé de poursuivre l'aventure et avons fait ce tour éclair en Australie, en visitant des endroits comme Brisbane, Sydney, les îles Whitsunday. Où que nous allions, c'était comme si nous étions dans notre propre petite bulle d'amour, à l'écart du reste du monde. Ne vous méprenez pas, nous recevions toujours des mises à jour d'Ethan sur toute la folie juridique qui se déroulait avec Emily et son équipe corrompue. Ce pitbull enchaînait victoire après victoire au tribunal, obtenant des injonctions restrictives et des règlements financiers massifs pour moi de la part des entreprises impliquées dans la conspiration. Ethan s'assurait qu'Emily et ses hommes de main n'obtiennent pas un seul centime de mon héritage. Pendant ce temps, Lily et moi vivions la vie comme des jeunes mariés, même si nous n'étions pas encore mariés. Nous faisions toutes sortes de choses romantiques ringardes, des massages en couple, des dîners aux chandelles sur la plage, ce genre de choses. Et l'intimité entre nous, oh mon Dieu, je dirais juste que nous avons vraiment profité de toutes ces chambres d'hôtel, si tu vois ce que je veux dire.
Mais aussi incroyable que soit notre histoire d'amour de voyage, Lily et moi savions toutes les deux que nous voulions nous installer et commencer à construire une vraie vie ensemble. Nous avions de longues discussions sur nos espoirs et nos rêves, sur le mariage, sur le fait d'avoir des enfants, sur le fait de s'enraciner. Je n'oublierai jamais cette nuit-là sous l'opéra de Sydney où Lily a tout simplement lâché « Je veux avoir tes enfants, Daniel ». J'ai failli tomber du banc, j'étais tellement choqué, mais pas folle de joie. À partir de là, il ne restait plus qu'à officialiser la chose. Quelques semaines après notre retour à Melbourne, j'ai surpris Lily avec cette demande en mariage extrêmement extravagante. Une terrasse privée sur le toit décorée de pétales de rose, des guirlandes lumineuses, tout le tralala. Quand je me suis mis à genoux avec cette énorme bague en diamant, elle a éclaté en sanglots de joie. Voir la joie pure sur son visage alors qu'elle disait oui, c'était honnêtement l'un des plus grands moments de ma vie. Nous n'avons pas perdu de temps après cela, laissez-moi vous le dire. Lily a commencé à faire des recherches sur les traitements de fertilité et m'a pratiquement traîné chez le médecin pour me faire examiner et s'assurer que nous étions prêts à avoir un bébé. Effectivement, quelques mois plus tard, nous avons eu ce test de grossesse positif. Vous n'avez jamais vu deux personnes aussi exultantes. Au milieu de tout cela, Ethan enchaînait victoire après victoire contre Emily et toute sa cabale corrompue. Cette sorcière a fini par être condamnée à 35 ans de prison pour ses plans dérangés, sans possibilité de libération conditionnelle, Dieu merci. Le juge était complètement dégoûté par ces complots meurtriers contre moi et en a fait un exemple. De la musique à mes oreilles, honnêtement. Ethan m'a également obtenu ce règlement de divorce monstrueux qui a pratiquement anéanti les économies et les biens d'Emily. Il s'est assuré d'obtenir le montant maximum en raison de ces violations flagrantes de notre contrat de mariage. J'ai essayé de ne pas prendre trop de plaisir à dépouiller Emily de tout, mais je dois admettre que cela m'a fait du bien de la voir recevoir sa punition ultime. Avec Emily hors jeu pour de bon et tous ses co-conspirateurs en ruine, Lily et moi étions enfin libres de commencer notre nouvelle vie ensemble. Nous avons décidé de voir les choses en grand et avons trouvé ce loft en attique incroyable en plein cœur du quartier central des affaires de Melbourne. Je parle de baies vitrées, d'une piscine sur le toit, de tout ce qu'il y a à voir. C'était l'endroit idéal pour fonder notre famille. Ces premiers mois dans le Penthouse furent un pur bonheur. Lily et moi passions nos journées à préparer le nid et à décorer l'endroit pour l'arrivée du bébé. Nous faisions de longues promenades nocturnes en ville, main dans la main, rêvant de l'avenir. Je rentrais du travail et je caressais le ventre rond de Lily, ressentant ce lien incroyable entre nous trois. Puis le grand jour arriva enfin. Le petit Jacob Daniel vint au monde, en bonne santé et hurlant de ses petits poumons. Tenir mon fils dans mes bras pour la première fois, voir l'expression d'amour pur et de joie sur le visage de Lily, c'était honnêtement le moment le plus profond de ma vie. Toute l'obscurité et la douleur causée par la trahison d'Emily se sont dissipées en un instant. C'était le nouveau départ dont j'avais rêvé. Au cours des 2 années qui ont suivi, Lily et moi avons vécu ce bonheur familial pittoresque. Nous nous promenions dans le parc de la ville, Jacob sur mes épaules. Les week-ends étaient consacrés au petit déjeuner aux crêpes et aux soirées cinéma, blottis sur le canapé. Et la quantité d'amour dans ce Penthouse, mon Dieu! C'était tout ce que je cherchais désespérément après qu'Emily ait si cruellement détruit mon monde. Ces jours-ci, Lily et moi parlons d'essayer d'avoir bientôt un deuxième bébé. Nous avons cette incroyable petite cellule familiale, une magnifique maison, des carrières florissantes, que peut vouloir de plus un homme? Chaque fois que je regarde ma femme et mon fils, je me sens tellement reconnaissant d'avoir lutté contre les ténèbres et la trahison pour retrouver la lumière. Voilà à quoi ressemble le véritable amour et la loyauté. Et après cette saga avec Emily, je ne le prendrai plus jamais pour acquis. Pendant très longtemps, j'étais rempli de haine et de dégoût envers Emily. La façon dont elle m'a trahi, les abîmes desséhurants dans lesquels elle s'est abaissée avec ses plans meurtriers, il m'était presque impossible de ressentir autre chose que du mépris. Mais ensuite, j'ai reçu cet appel de la prison environ 1 an après son incarcération. Il s'est avéré qu'Emily avait subi une crise psychotique totale derrière les barreaux et qu'elle était vraiment en très mauvaise forme mentale et physique. Alors, contre mon bon sens, je suis allé la voir. Je me suis dit qu'elle méritait au moins d'avoir quelqu'un à ses côtés pour la naissance de son enfant, aussi tordu que cela puisse paraître. Mais quand je suis arrivé à l'infirmerie de la prison, la vue d'Emily m'a bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même. Elle était recroquevillée sur le lit, se balançant d'avant en arrière, marmonnant toutes ces choses folles à son ventre de femme enceinte. Sans prévenir, Emily a soudainement arraché sa chemise d'hôpital et s'est mise à hurler dans son ventre, en disant des trucs comme
ce bébé n'est pas le tien, ce n'est pas celui de Thomas. J'ai donné ce corps alors qu'il ne m'appartenait pas. Elle sanglotait de façon hystérique, se griffant la peau comme si elle voulait l'arracher. C'était honnêtement l'une des choses les plus dérangeantes et obsédantes que j'ai jamais vues. Les médecins de la prison ont dû administrer des sédatifs à Émilie et l'attacher. Alors qu'il la portait dehors, elle s'est tournée vers moi avec un regard triste et creux dans les yeux et a simplement murmuré « C'était censé être à toi, Thomas. C'était censé être. » Une partie de moi voulait ressentir de la sympathie à ce moment-là, en voyant quelqu'un que j'aimais autrefois devenir si complètement démêlé. Mais la colère et la souffrance causées par sa trahison étaient encore trop vives. J'ai simplement regardé, stupéfaite, les policiers l'emmener. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel de la prison. Émilie avait donné naissance à une petite fille. En bonne santé, malgré la dépression nerveuse de sa mère et les circonstances entourant sa conception. Les médecins voulaient savoir si j'étais prête à faire un test de paternité, car l'état d'Émilie ne permettait pas de savoir qui était le père. Je me suis dit que j'allais en finir. Mais bon, il s'avère que ce petit bout de chou n'était pas de ma chair et de mon sang après tout. Le test a montré que le père était en fait ce salaud nommé Richard avec qui Émilie s'amusait à son travail. Encore un autre rebondissement malsain dans la saga de sa trahison. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé de ne pas être lié à Émilie pour toujours à cause de cet enfant, ou juste infiniment dégoûté par son comportement. Quoi qu'il en soit, les médecins ont dit qu'Émilie ne voulait pas participer à l'éducation de sa fille. Je ne peux pas lui en vouloir, tout bien considéré. Elle avait clairement fait savoir qu'elle voulait simplement couper les ponts, mettre le bébé en adoption afin de pouvoir prendre un nouveau départ avec une famille stable. Aussi déraisonnable que soient les choix d'Émilie, je devais respecter son choix de faire passer le bien-être de l'enfant en premier pour une fois. C'est à ce moment-là que Lily et moi avons commencé à parler de l'idée d'adopter nous-mêmes la fille d'Émilie. Je sais, ça paraît fou vu tout ce qui s'est passé avec sa mère. Mais Lily a un cœur si pur et si indulgent. Elle ne voulait pas que cette enfant innocente grandisse dans un système d'accueil sans famille juste parce que sa mère était une sociopathe. Alors, après de longues discussions, Dieu et moi avons surmonté l'étrangeté initiale d'adopter la progéniture de mon ex-femme infidèle, et nous avons décidé de nous lancer. Nous élèverions cette petite fille comme la nôtre, nous lui donnerions le foyer aimant et la famille qu'elle méritait dès le début. Ethan a veillé à ce que l'adoption se déroule sans problème et a géré toutes les formalités légales. Bien sûr, Richard, le père du bébé d'Émilie, a dû tout gâcher parce qu'il est un vrai malfrat. Dès qu'il a entendu parler de l'adoption, il a essayé de faire irruption et d'exiger la garde et la pension alimentaire de ma part. Comme si j'allais laisser ce salaud qui a enfoncé son pénis dans ma femme s'immiscer dans la vie de l'enfant. Bien sûr que non. Ethan, ce pitbull, s'en est pris à Richard dès le premier jour. Le mec l'a attaqué en justice pour qu'on puisse l'établir comme père et qu'on puisse le poursuivre pour obtenir une pension alimentaire. Au début, Richard a essayé de s'en sortir, mais Ethan l'a submergé de paperasse et de dates d'audience, au point qu'il n'a finalement pas eu d'autre choix que de payer. Je n'oublierai jamais le regard suffisant de Richard quand il a dû commencer à verser les pensions alimentaires mensuelles. Ethan a veillé à ce que ce crétin paie le maximum, suffisamment pour que ça fasse mal. Voilà ce que tu mérites quand tu t'en prends à ma famille, espèce d'abruti. Au final, nous avons donné à la petite fille le nom d'Ava Emily Davis, en gardant le prénom de sa mère comme deuxième prénom malgré tout, puisqu'elle ferait désormais partie de notre famille. Et dès le moment où nous avons ramené la petite Ava à la maison, elle a été intégrée à la cellule familiale Davis comme si elle était censée y être depuis toujours. Lily et moi l'avons comblée de tout l'amour et de toute l'affection que tout parent peut lui donner. Nous nous blottissions sur le canapé pour regarder des films Disney, allions au parc et à l'aire de jeu tous les week-ends, profitant simplement de tous ces précieux moments avec bébé. Lorsque Jacob est né quelques années plus tard, Ava a tout de suite adoré avoir un petit frère dont elle devait s'occuper. Elle poussait sa poussette, l'aidait à manger et lui lisait des histoires le soir. Un lien si affectueux et nourrissant s'est noué entre eux deux dès le premier jour. À mesure qu'Ava grandissait, j'ai commencé à réaliser à quel point la personnalité et l'esprit d'Émilie s'étaient perpétués en elle. Elle avait ce même sourire radieux, ces yeux expressifs qui pouvaient faire fondre votre cœur. Mais il y avait aussi cette détermination ardente, cet entêtement qui était si typique d'Émilie. Je taquinais Lily en lui disant que nous avions un aperçu de l'ancienne Émilie avant son sombre tournant. Bien sûr, nous avons toujours été ouverts et honnêtes avec Ava sur ses origines à mesure qu'elle grandissait. Nous ne voulions pas lui mentir ou lui cacher quoi que ce soit.
Elle savait que sa mère biologique était Émilie et qu'elle avait fait de très mauvais choix, mais aussi que nous étions ses vrais parents qui l'aimaient inconditionnellement. Je redoutais sincèrement le jour où Ava voudrait rencontrer Émilie et ce salaud de Richard. Mais Lily insistait sur le fait que nous ne pouvions pas la priver de ce sentiment de clôture si elle en avait besoin. Effectivement, quand Ava a eu 18 ans, elle a commencé à poser des questions plus pointues sur sa rencontre avec ses parents biologiques. Même si c'était dur, nous avons accepté de faire en sorte que cela se produise et d'organiser une visite surveillée avec chacun d'eux séparément. Disons simplement que ça ne s'est pas bien passé avec Richard, ce connard. Ava avait toute cette idée idéalisée de son père dans sa tête. Mais dès que Richard a ouvert la bouche, cette image s'est brisée en 1000 morceaux. Il a immédiatement commencé à débiter toutes ces conneries misogynes, insultant l'apparence et les choix de vie d'Ava. Quand je suis intervenu pour la défendre, Richard a perdu la tête et m'a poussé contre le mur. Ouais, ce salopard a fini par être jeté en prison encore une fois cette nuit-là, après que je l'ai eu. Je me suis senti horrible de voir Ava si anéantie et trahie après cette horrible rencontre avec Richard. Elle s'était accrochée à ce fantasme selon lequel il était un bon gars, une figure paternelle attentionnée dans sa vie. Le fait que ce rêve ait été brisé si brutalement m'a brisé le cœur. Tout ce que je pouvais faire, c'était serrer Ava contre moi et lui rappeler que sa vraie famille l'aimait inconditionnellement. Quant à Émilie, eh bien, ses retrouvailles ont été un véritable cauchemar, je peux vous le dire. Ils ont demandé à Ava de venir la rencontrer dans une salle spéciale de la prison, juste au cas où les choses s'échaufferaient. Je n'oublierai jamais le regard de pure angoisse sur le visage d'Émilie lorsqu'elle a vu pour la première fois notre petite fille. Cette jeune femme magnifique qu'elle avait abandonnée il y a si longtemps. Pendant quelques minutes, il n'y eut qu'un silence de mort. Émilie et Ava se regardaient, observant toutes les similitudes et les différences. On aurait pu couper l'attention au couteau. Puis, de nulle part, Émilie s'est mise à sangloter. Elle a rampé sur le sol vers Ava, l'attirant dans ses bras, en murmurant « Je suis vraiment désolé », encore et encore. Je dois reconnaître qu'Ava a géré toute cette scène crue et pleine d'émotions avec beaucoup de sang-froid et de compassion. Elle caressait simplement les cheveux d'Émilie, essayant de la calmer, en lui disant « C'est bon, je suis là maintenant ». En les regardant ensemble, j'ai réalisé pour la première fois à quel point Émilie avait dû souffrir et regretter toutes ces années. À partir de là, Ava a commencé à rendre visite à Émilie à la prison tous les 2 ou 3 mois. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre sa mère biologique, de l'humaniser d'une certaine manière. Je pouvais respecter ça. Quant à moi, disons simplement qu'Émilie et moi ne serons jamais amis. Trop d'eau a coulé sous les ponts. Mais je dirais ceci, voir à quel point Émilie avait pris ses responsabilités et ressenti des remords pour ses actes m'a aidé à parvenir à un certain degré de pardon. Ne vous méprenez pas, elle reste une personne profondément imparfaite qui a fait des choix impardonnables que je n'excuserai jamais. Mais j'ai réalisé que garder cette haine et cette rage envers elle ne faisait que m'empoisonner au final. Lily avait raison, nous avions construit cette belle nouvelle vie, et Émilie ne méritait pas de continuer à occuper de la place dans ma tête sans payer de loyer. Aujourd'hui, Émilie est toujours enfermée et le sera probablement à vie compte tenu de ses crimes. Mais d'après ce que j'ai entendu lors des visites d'Ava, elle a fait la paix avec elle-même et est déterminée à continuer à s'améliorer par tous les moyens possibles. Le monstre dérangé et égoïste qui a essayé de me tuer pour de l'argent est parti depuis longtemps. Et je suis d'accord pour laisser ce passé mourir, tant que la femme que j'ai connue reste enterrée pour de bon. Quant à moi et ma famille, nous continuons à avancer, répandant toujours plus d'amour et de joie au fil des ans. Ava est désormais adulte et poursuit sa carrière de rêve en tant que psychologue pour enfants. Elle a un mari incroyable et une magnifique petite fille dont je suis obsédé par le fait d'être un grand-père. Ma relation avec Lily est toujours ce partenariat solide comme le roc que nous avons construit sur les cendres de la trahison. Nous avons traversé le pire que la vie pouvait nous réserver et nous en sommes ressortis plus forts. Est-ce que je suis toujours énervé ou j'ai des petits moments de stress post-traumatique à cause de mon expérience avec la trahison d'Émilie? Bien sûr, quelque chose d'aussi traumatisant laisse des traces quoi qu'il arrive. Mais je me rends aussi compte de la chance que j'ai d'avoir survécu à une tromperie et à une mort imminente de la part de la personne que j'aimais le plus, et d'avoir quand même trouvé le courage d'ouvrir à nouveau mon cœur à une personne aussi incroyable que Lily. Cette vie, cette famille que nous avons créée, c'est le plus grand va te faire foutre, à Émilie et à ses démons, que je puisse demander. Alors, si vous traversez une trahison ou une blessure, sachez que vous pouvez et trouverez la lumière de l'autre côté si vous n'abandonnez pas. Ce ne sera pas facile et il y aura beaucoup de rechutes et de nuits difficiles.
Mais tant que vous restez fidèle à vous-même et que vous avez de vraies personnes à vos côtés comme je l'ai fait avec Lily et Tan, vous y parviendrez. Tu renaîtras et tu auras la chance de construire quelque chose d'encore meilleur à partir des décombres. Ne t'accroche pas à cette colère et à cette haine, mec. Cela te rongera de l'intérieur jusqu'à ce que tu sois creux, crois-moi. Trouvez un moyen de pardonner, même si vous ne pouvez pas oublier. Parce qu'au bout du compte, la plus grande vengeance c'est de vous permettre d'être à nouveau vraiment heureux. Avec des gens vrais et fidèles autour de vous, il n'y a aucune limite à la vie incroyable que vous pouvez construire. Alors continuez d'avancer, une étape à la fois. Votre histoire de rédemption ne fait que commencer.